Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les Nations Unies préoccupées par la situation humanitaire au Tigré, l'ONU peine toujours à y acheminer de l'aide humanitaire. Des blocages constants et ce malgré la signature d'un deuxième accord avec l'Éthiopie pour la mise en place de missions conjointes d'évaluation humanitaire. La Somalie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Kenya. Des accusations d'ingérence politique sont au cœur de cette discorde. Une annonce intervenue au lendemain de la visite officielle du président du Somaliland au Kenya. Et enfin, 100 millions de dollars dédiés à un projet de transformation urbaine. C'est la somme qui sera injectée par l'Association internationale de développement en faveur de la capitale du Mozambique, Maputo. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, à l'approche de l'élection présidentielle en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé a annoncé son soutien politique à l'ancien Premier ministre Anissé Georges Delogélé. Une annonce faite ce mercredi 16 décembre à l'issue d'une rencontre entre les deux alliés. L'ancien chef de l'État centrafricain a également précisé qu'il s'agit, je cite, d'une décision du bureau politique Kwanakwa. Rappelons que la candidature de François Bozizé avait été invalidée par la Cour constitutionnelle le 3 décembre dernier, une invalidation finalement acceptée par l'ancien chef de l'État ce 15 décembre. L'acheminement de l'aide humanitaire des Nations Unies vers le Tigré rencontre toujours des blocages, malgré la signature d'un deuxième accord entre l'ONU et l'Éthiopie actant la mise en place de missions conjointes d'évaluation humanitaire. Les obstacles restent nombreux. Le gouvernement éthiopien avait insisté sur sa volonté d'orchestrer l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région philoméntine. L'Éthiopie s'oppose à la volonté de la communauté internationale d'apporter une aide humanitaire en faveur des populations du Tigré dans le nord du pays. Cette situation préoccupe l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci peine à convaincre les acteurs qui refusent toute intervention. L'Éthiopie reste un État indépendant. Les Nations Unies ne peuvent pas intervenir dans un pays sans que ce pays n'en fasse la demande. Donc aujourd'hui, l'Éthiopie est vraiment dans ses droits. Au-delà des questions d'ordre humanitaire, il faut comprendre en réalité que la zone de Tigré reste une zone encore instable. Donc ils ont aujourd'hui que la communauté internationale puisse comprendre des questions d'ordre politique intérieur au niveau de l'Éthiopie pour que cette communauté puisse accompagner l'Éthiopie dans le cadre de la stabilisation de cette région. L'ONU avait obtenu du gouvernement éthiopien un accès humanitaire sans restriction au Tigré le 2 décembre dernier. Toutefois, le gouvernement fédéral avait insisté sur sa volonté de coordonner l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région. Parce que si rien n'est fait, on va assister à des sécessions dans d'autres provinces de l'Éthiopie. Et ces questions humanitaires sont tout à fait importantes. Et surtout que de nombreux combattants du Front de libération du Tigré se sont malheureusement inféodés aux populations civiles. Et aujourd'hui, l'Éthiopie a peur que nous puissions assister à une reprise des combats, que si nous privilégions l'aspect humanitaire, cela va aider le Front de libération armé à vraiment s'armer militairement et vouloir encore attaquer le gouvernement fédéral. Voilà autant de raisons qui peuvent justifier alors une telle lenteur dans la décision de l'Éthiopie d'accepter la présence des humanitaires. Pour rappel, le 4 novembre, l'Éthiopie a déclenché une opération militaire dans la zone du Tigré. Cela fait suite à l'attaque de la caserne de l'armée éthiopienne à Mekele, la capitale du Tigré, perpétrée par la branche armée du Front de libération du peuple du Tigré, principale formation politique de la région. Près de 50 000 habitants du Tigré ont fui au Soudan voisin et un nombre indéterminé déplacés à l'intérieur de l'Éthiopie. L'actualité, c'est également le Nigeria qui annonce la réouverture de 4 postes frontières avec le Cameroun, le Bénin et le Niger. Cette réouverture concerne par exemple le poste frontalier de Sémékraké entre le Nigeria et le Bénin. Une information confirmée par le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama. C'est en 2019 que le président Muhammadu Buhari avait annoncé la fermeture unilatérale des frontières terrestres. Une mesure prise, je cite, pour contrôler la contrebande d'armes et de drogue, avait indiqué le chef de l'État, et pour promouvoir la production nationale. Le processus de décentralisation prend forme au Cameroun. Le 22 décembre prochain marque le début de mandat des 900 conseillers régionaux qui se réuniront en session durant lesquelles seront également investis les présidents des régions. Paul de Singoué.
C'est une disposition de la Constitution camerounaise. Attendue depuis 1996, la décentralisation a enfin pris corps au Cameroun à la faveur des élections régionales organisées le 6 décembre 2020. Une consolidation des institutions démocratiques qui permettra d'accélérer le développement dans les 10 régions que compte le Cameroun grâce à une gouvernance de proximité en faveur des populations. Mon rêve pour ma région, c'est que cette région devienne la région de référence. La région lumière, la région, compte tenu de ses nombreuses ressources humaines et des capacités techniques que nous pouvons retrouver et des richesses naturelles qui engorgent cette région et le sous-sol, le sol qui est assez fertile, que cette région devienne la région lumière du Cameroun et que jamais nous n'ayons plus à trouver nos enfants sur les routes de l'exode éducatif et que les malades se font soigner tous sur place sans avoir besoin d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Au total, 16 partis politiques avaient présenté des candidats pour ces élections régionales. Avec 9 des 10 conseils régionaux à son actif, le RDPC, parti au pouvoir, a largement remporté ce scrutin. Le mandat des conseillers régionaux débute le 22 décembre lors des premières sessions des conseils, au cours desquelles les présidents des conseils régionaux seront investis par l'instance dirigeante des partis politiques vainqueurs. Même si cette étape n'est pas élective, dans les différentes régions du pays, plusieurs élites présentent d'ores et déjà leurs projets de société dédiés aux populations locales. Il faut des centres de soins de proximité. Et cela va passer par des démembrement de cet hôpital général de référence de l'Ouest qui va permettre aux populations de la Ménois de savoir que s'ils tombent malades à 2 h du matin, il y a une ambulance qui peut venir le chercher, même dans le sous-quartier. Dites-vous que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent pour se soigner qu'on n'a pas droit aux soins. Tout le monde a droit aux soins. Ces premières élections régionales du Cameroun ont permis l'élection de 90 conseillers régionaux par région, soit au total 900 élus pour un mandat de 5 ans. La Somalie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Kenya, une information divulguée par le ministre de l'Information Ousmane Aboukar Doubé lors d'une conférence de presse organisée ce 15 décembre. La Somalie accuse le Kenya d'ingérence politique. L'annonce est intervenue au lendemain de la visite officielle du président du Somaliland au Kenya, Mousebi Abdi. Plus de détails dans ce sujet de Philomentine. La Somalie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Kenya ce mardi 15 décembre. Une décision qui intervient au lendemain de la visite officielle du président de la République autoproclamée du Somaliland au Kenya. Mogadiscio accuse Nairobi d'ingérence politique, d'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité nationale, à l'indépendance politique et à l'unité de son pays. Le Kenya continue de s'immiscer dans nos affaires politiques internes et à ignorer nos appels précédents à cesser de violer notre souveraineté. Nous déclarons donc que nous avons rompu les liens avec le Kenya. La Somalie veut que tous ses diplomates retournent à Mogadiscio et les diplomates kenyans ont 7 jours pour quitter le pays. Selon la Somalie, le Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, fait partie intégrante de son territoire, alors que lors de la visite officielle du président du Somaliland à Nairobi, ce dernier a conclu avec le président kenyan Uhuru Kenyatta un renforcement de leurs relations, avec notamment l'ouverture au premier trimestre 2021 d'un consulat kenyan à Hargeisa, capitale du Somaliland située dans le nord de la Somalie, et de lignes aériennes reliant directement cette ville à Nairobi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est non seulement la dernière visite du président du Somaliland, mais c'est l'intervention du Kenya dans l'organisation des élections dans le Jubaland, alors que le gouvernement de Mogadiscio était tout à fait opposé à un tel scrutin. Il est donc urgent pour l'Union africaine d'engager une médiation internationale en vue de rapprocher ces 2 États. Cette visite vient exacerber les relations entre le gouvernement central de la Somalie et le Kenya, qui étaient déjà entachés, entre autres, par la démarcation de leurs frontières maritimes de plus de 100 000 km² riches en gaz et en pétrole.
Le projet des 5 zones agricoles à forte productivité se précise au Gabon. Ce 15 décembre, le ministre des Eaux et des Forêts, Lee White, ainsi que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Biandi Maganga Moussavou, ont signé 2 conventions, donnant ainsi le coup d'envoi pour l'exploitation des APE. Un projet qui permettra non seulement au Gabon de diversifier son économie, mais aussi de créer davantage d'emplois. Lorita Simbo. Au Gabon, le 15 décembre, 2 conventions ont été signées par les ministres des Eaux et Forêts et de l'Agriculture pour le démarrage effectif de l'exploitation des 5 zones agricoles à forte productivité récemment créées dans le pays. Ces 5 agropoles sont destinés à promouvoir la culture de spéculation vivrière, de même qu'à développer l'élevage à grande échelle. Nous allons réellement démarrer les activités qui permettent de manière pratique d'exploiter nos 5 zones agricoles à forte productivité. Nous avons décidé d'organiser l'exploitation de ces zones de concert. Lorsqu'une date sera arrêtée par le gouvernement, nous lancerons les premiers appels à souscription à l'endroit des investisseurs. Dans le souci de diminuer sa forte dépendance de l'extérieur, le Gabon envisage de réduire à l'horizon 2022 de 50% ses importations alimentaires. L'exploitation des agropoles se présente donc comme une opportunité pour la promotion de la création d'emplois et d'entreprises dans les chaînes de valeur agricole du pays. Pour ma part, le projet de création de 5 agripoles cadre avec les enjeux du développement agricole dans notre pays. Maintenant, à la question de savoir si ce projet qui vient s'ajouter au PADEG et même au projet Graines répondra réellement aux besoins de population, il est difficile de prédire. Qu'à cela ne tienne, avec la volonté politique qui s'impose et la détermination, ce projet devrait pouvoir atteindre ses objectifs. Selon les autorités gabonaises, suite à ces 2 accords, un comité technique sera mis en place dans les semaines à venir pour faciliter la mise en œuvre de ce projet. L'objectif final est de diversifier l'économie gabonaise et de créer de l'emploi dans le secteur agricole. Au Mozambique, le projet de transformation urbaine de Maputo se précise. 100 millions de dollars vont être alloués à sa mise en œuvre. Un financement injecté par l'Association internationale de développement, une des filiales de la Banque mondiale. Cette enveloppe sera notamment dédiée à la construction de la première décharge sanitaire de la ville. Joël Maribalo. Le Mozambique va bénéficier d'une subvention de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement. Ce financement, qui vient en soutien au projet de transformation urbaine de la ville de Maputo, sera axé sur les investissements dans les infrastructures urbaines essentielles de la ville et soutiendra aussi la mise en œuvre des réformes municipales. La fluidité issue de la modernisation de la ville de Maputo va contribuer à améliorer le délai de transit des marchandises au port de Maputo. Parce que les marchandises au port de Maputo auront plus d'accessibilité vers les pays voisins et ce transit amélioré va le rendre plus compétitif et va désengorger complètement la ville de Maputo qui est quand même une ville assez dense et qui est une ville où il y a beaucoup de défis dans le domaine des délais de transit. Ce financement est notamment orienté vers la construction de la première décharge sanitaire de la ville, la désactivation de la décharge de Hulen, l'amélioration des programmes pilotes d'inclusion sociale dans le centre-ville et le renforcement des efforts visant à atténuer l'impact économique de la Covid-19. Il faut le savoir, la pauvreté au Mozambique est beaucoup plus rurale, c'est vrai, mais il y a une pauvreté urbaine qu'un assainissement de la ville ou qu'une modernisation de la ville contribuerait à enrayer, contribuerait à réduire et pour permettre à tous les Mozambicains d'avoir accès aux fondamentaux de l'économie. Cette opération cadre parfaitement avec le plan quinquennal du Mozambique ainsi qu'au cadre de partenariat de la Banque mondiale pour les exercices 2017-2021 qui reconnaît qu'une économie plus diversifiée, durable et résiliente nécessitera des investissements dans l'urbanisation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.